Bienvenue sur l'Investisseur Avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis Zineb Tazi, directrice crédit et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 6 ans chez WishareBonds. Dans ce podcast, je décrypte avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir, vous aussi, un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Valade, directeur commercial d'Imosafe, leader français de la vente avec faculté de rachat depuis 2012. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, merci de nous faire part de ta présence aujourd'hui. Et pour démarrer, serait-il possible de nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à rejoindre l'aventure Imosafe? Alors déjà, merci pour votre invitation, pour commencer. Donc Imosafe, c'est une histoire qui commence, pour moi en tout cas, pour ma part, qui commence il y a bientôt 7 ans maintenant. À la base, je suis commercial sur Imosafe, j'aide un petit peu des clients, etc. Et puis peu à peu, je monte, on va dire, les grades dans le métier jusqu'à devenir et à être nommé il y a maintenant 4 ans ou 5 ans directeur commercial. Et pour mon parcours, pour répondre à la question d'avant, j'ai un parcours d'abord on va dire en commercial sur la partie BTS en alternance dans le rachat de crédit. Ensuite, j'ai une licence en intermédiaire bancaire, un IOBSP, et après j'ai commencé sur Imosafe directement. Ok. L'idée de ce podcast, dans un premier temps, donc, c'est de comprendre ce qu'est la vente avec faculté de rachat. Donc, parmi les nombreux types de ventes immobilières qui existent aujourd'hui sur le marché, la vente avec faculté de rachat est une technique juridique de vente peu utilisée, moins connue, mais qui a réglé de nombreuses situations de surendettement. Donc, il s'agit avant tout d'une vente immobilière qui a ses spécificités. Donc, pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est une vente avec faculté de rachat ? Bien sûr, alors une vente avec faculté de rachat, dans le code civil, c'est l'article 1659 et suivant. Parce que c'est important de revenir dessus, puisque aujourd'hui, juridiquement, c'est la seule chose qui réglemente la solution qu'on propose. La vente avec faculté de rachat, comme le terme l'indique, c'est un propriétaire d'un bien ou plusieurs biens, d'un patrimoine, qui va vendre son bien temporairement devant notaire et qui va donc réussir, grâce à cette vente, à débloquer des liquidités. Liquidités qui lui permettront derrière de pouvoir soit rembourser ses crédits, débloquer de la trésorerie, etc. etc. Voilà. Et après, évidemment, la vente avec faculté de rachat, il a la faculté exclusive et irrévocable de rachat ou de vente de son bien. Donc le rachat, il peut l'exercer par le biais d'un crédit immobilier ou des finances personnelles, ou alors il décide de vendre le bien au prix du marché. C'est lui qui le commercialise de manière à pouvoir justement rembourser la foncière d'investissement à la base. Et donc, pourquoi un propriétaire irait justement serait intéressé par ce type de contrat de vente avec faculté de rachat? Concrètement, qui sont les personnes qui sont concernées par ce type d'opération qui vont aller proposer leur actif ou leur patrimoine à la vente dans ce cadre? Évidemment, on va dire que plus on avance dans le métier et plus on démocratise le produit, on dépoussière, si on peut dire, même si l'appellation n'est pas forcément de mise. Mais on dépoussière le produit et plus on avance dans le métier, plus on développe aussi des solutions. 2012, création de la société, on développe la vente avec faculté de rachat pure pour des clients qui sont en situation d'endettement. Puisqu'à la base, la société a été créée par mon père, qui avait pendant longtemps une société de rachat de crédit, numéro 2 français, et qui s'est aperçu que quand il envoie un dossier, sur 10 dossiers, il y en a 7 qui partent à la poubelle. Il n'y en a que 3 qui se finalisent. Donc finalement, il s'est dit, ok, à la création d'Imosafe, on va développer un produit, qui s'appelle là la vente avec faculté de rachat pour le coup, et qui permettrait à ses clients, qui n'ont pas de solution en banque, de pouvoir accéder quand même à une solution. Même si c'est une solution immobilière, ça reste quand même une solution qui peut les aider. Et donc du coup, à la base, on développe le produit sur des situations d'endettement, de surendettement ou d'hyperendettement pour certains cas, et ensuite sur de la saisie immobilière et de la vente aux enchères, qui est quand même beaucoup plus spécifique dans l'intervention. Et après, évidemment, on ouvre avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le seuil de l'usure, etc. Donc on ouvre sur des pré-relais refusés,
On ouvre sur des promoteurs qui n'ont pas de solution, sur des marchands de biens qui n'ont pas de solution aussi. On ouvre sur des professionnels qui ont un besoin de trésorerie pour développer leur entreprise. Voilà, donc on a un panel. euh, Justement, la baseline d'Imosef, c'est d'intervenir quand la banque a dit non. D'accord. Et est-ce que tout type de biens immobiliers peuvent être concernés par ces ventes ou est-ce que ça va concerner que de l'habitation, par exemple, ou autre? Tout type de biens concerné. On intervient sur de la résidence principale, de la résidence secondaire, de la résidence locative. Évidemment, on intervient également sur des biens industriels, type bâtiments industriels, garages, ce qui peut finalement, en termes immobiliers, avoir une valeur. Le client est propriétaire, on a des difficultés à intervenir sur des terrains, par exemple, mais si le terrain est constructible, viabilisé et qui présente des caractéristiques qui pourraient potentiellement être acceptées par nos partenaires, on fait. Mais à partir du moment où le client est propriétaire d'un bien immobilier. Et donc, un propriétaire qui, face à ces problématiques financières ou autres, a besoin justement de mettre en vente son actif avec faculté de rachat, comment ça fonctionne dans les faits? Quelles sont les différentes étapes pour qu'il puisse justement arriver à la conclusion de l'acte final? Les différentes étapes, évidemment, on passe d'abord par une étape d'analyse chez nous, donc une étape commerciale d'abord. Alors je dis toujours à nos clients, et ça je le dis à chaque fois, chez Imosef, on n'est pas là pour vendre une solution. On est là pour proposer une solution. Et j'insiste dessus, pourquoi? Parce que c'est très, très important dans certains cas. Certains clients pensent qu'ils ont des commerciaux en face et que le commercial veut absolument lui vendre la solution, quoi qu'il en coûte, etc. Mais non. On propose une solution, ça vous convient, on fait, ça vous convient pas, on fait pas. On a le luxe aujourd'hui chez Imosef de pouvoir choisir nos dossiers. Parce qu'on a du volume, et effectivement, si un client ne veut pas faire, écoutez, cher monsieur et chère madame, on ne fera pas. Donc, on passe d'abord par une étape d'analyse administrative. On va prendre le dossier, on va mettre en place une construction administrative, on va passer en commission avec nos partenaires investisseurs, donc là on va leur présenter le dossier. Voilà, c'est monsieur, madame. On va évidemment là-dessus avoir le retour de notre partenaire investisseur qui, vis-à-vis du projet, vis-à-vis du bien, vis-à-vis de la rentabilité, vis-à-vis de tout ce qui entoure le sujet, va donner son accord ou non. Un accord qui arrive au bout de, grosso modo, 24 heures après la présentation. C'est une offre ferme, unilatérale d'achat, sans condition suspensible d'obtention de crédit. Donc c'est immédiat. Soit oui, soit non. À partir du moment où c'est accepté, on passe par une étape de signature des éléments. Donc on va signer notre mandat d'agence immobilière et on va signer les documents qui sont préparatoires pour le notaire derrière. Passé cette étape-là, on va avoir une étape d'expertise obligatoire par nos partenaires investisseurs. Et ensuite, on passera tout ce qui est diagnostic immobilier, etc., chez notaire pour avoir derrière une rédaction de l'acte et la signature. Voilà, grosso modo, toutes ces étapes que je viens de vous notifier, c'est à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour avoir le déblocage des fonds. Ok, donc une fois que l'acte a été signé, donc le propriétaire a vendu son actif à cet investisseur pour une durée déterminée, est-ce qu'on est sur une durée fixe? C'est toujours la même durée sur les contrats de faculté de rachat ou ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans? Comment ça se passe? La loi dit 5 ans maximum. Nous, on préconise des durées qui sont entre 12 et 24 mois. Pourquoi on préconise ces durées-là et pourquoi on ne fait pas différemment? Évidemment, on pourrait faire 5 ans. Mais le but de la vente avec faculté de rachat, c'est l'aller-retour immobilier. On est sur une situation, le but pour le client, c'est je vends mon bien, je rembourse mes dettes et je rachète derrière, ou je vends, mais tout de suite. Donc on préconise des durées qui sont relativement courtes, mais relativement longues à la fois, qui permettent justement la bascule, soit sur la vente, soit sur le rachat. Évidemment, les durées ne sont pas fixes. On travaille très bien sur les durées de 12 mois, on travaille très bien sur les durées de 36 mois, parce que c'est un professionnel qui veut développer son entreprise et qui n'a pas le choix de partir sur 36 mois. Donc ça, après, ça dépend. C'est des durées qui sont évolutives. On a des dossiers qui sont déjà signés. Le client est parti sur une durée de 24 mois. Il se retrouve au bout du 20e mois un peu court. Il a besoin de proroger l'opération. Il demande à notre partenaire investisseur. Et dans 99% des cas, c'est accepté. Faut-il encore que le client soit parfaitement propre.
Voilà, évidemment, si c'est un client qui a eu des difficultés à joindre, enfin l'investisseur a eu des difficultés à le joindre, le client a jamais levé le petit doigt dans l'opération, etc., etc., ça peut être plus compliqué. Voilà. Mais en général, les foncières avec lesquelles on travaille sont des foncières qui sont là d'abord dans le but de protection du client avant leur rentabilité. Entre cette fameuse signature initiale et l'expiration du délai de rachat, le vendeur paye, de ce qu'on comprend, une indemnité d'occupation. Donc à cet investisseur, est-ce qu'on peut développer un peu aussi cette partie pour bien comprendre? Bien sûr. Alors, dans notre métier, on parle toujours de 3 facteurs très importants, 3 piliers, hein, qui sont l'indemnité d'occupation, la décote réalisée par le partenaire investisseur et la faculté de rachat. D'abord, la décote. L'investisseur, il n'achète jamais un bien à 100% de sa valeur. Ça fait partie de sa prise de risque, il achète toujours avec une décote. Décote qui correspond en moyenne à 30% à peu près. C'est-à-dire que l'investisseur, il achète en moyenne 70% un bien. Derrière, on a l'indemnité d'occupation, qui constitue la rentabilité de l'investisseur sur l'investissement qu'il va faire. Cette indemnité-là, 3 possibilités pour la payer, pour le client. Soit il décide de la payer mensuellement et à ce moment-là, on va mettre en place certains procédés qui permettent au client de pouvoir la payer, puisque évidemment, on ne va pas mettre une indemnité d'occupation à 3 000 € s'il gagne 5 000 €. Ça n'existe pas. Donc on va d'abord regarder ses revenus, est-ce qu'il est en capacité de pouvoir payer ses indemnités? Est-ce que peut-être potentiellement il y aura un défaut de paiement parce que l'indemnité est trop élevée? À ce moment-là, on basculera sur le deuxième type d'indemnité qu'on appelle prépayée totale, c'est-à-dire qu'elle sera décomptée entièrement sur la durée choisie par le client. Donc là, le client n'aura rien à payer ni avant ni pendant l'opération et verra même son indemnité remboursée au prorata temporis des indemnités non utilisées sur la faculté de rachat. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est de payer de manière partielle. C'est-à-dire qu'on va avoir une soustraction qui va s'effectuer, il y aura une partie qui sera payée mensuellement, une autre partie qui sera décomptée au dossier, de manière à ce que ça ne soit pas trop lourd et que le client puisse quand même payer tous les mois. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la faculté de rachat. Là aussi, l'investisseur prend une rentabilité sur la faculté de rachat et donc, derrière, va déterminer un prix qui sera là définitif, qui ne bougera pas. Là, il n'y a pas de fluctuation, hein, qui ne bougera pas jusqu'à la sortie de l'opération, soit par la vente, soit par le rachat. Et donc, quels sont finalement pour le vendeur de ce bien qui profite donc de ces ventes avec faculté de rachat pour pouvoir se refaire de la trésorerie et pallier à des difficultés, quels sont les risques pour lui, en vendant cet actif temporairement, quels sont les pièges à éviter aussi quand il se lance dans cette aventure? Les risques, ils sont évidents. Déjà, ils sont évidents, ils sont multiples. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire, vous vendez votre bien, vous prenez un risque. Voilà. Et on ne parle pas d'une vente à réméré, hein. On parle d'une vente classique. Une vente à réméré, il faut savoir qu'on ne vend pas des stylos Bic. On vend son bien immobilier. Donc il y a un risque qui doit être mesuré différemment qu'une vente classique, évidemment. Il y a un risque aussi avec l'investisseur, avec la société qui commercialise le produit, et le notaire qui fait passer le dossier. Donc tout ça, c'est des choses, les pièges à éviter, hein, pour répondre à la question, c'est d'abord de se renseigner sur la société qui commercialise le produit, voir un petit peu quel est son passif, combien d'années d'expérience elle a, combien de dossiers potentiellement elle a réalisé, qui est aux commandes derrière. Tout ça, c'est des facteurs qui doivent mettre la puce à l'oreille au client et qui doivent se dire, si une entreprise elle vient d'être créée, elle a 1 an d'existence, il faut juste m'expliquer comment la société est professionnelle dans ce métier, alors qu'elle ne sait même pas comment on sort un dossier de réméré. Puisqu'un dossier de réméré, ça met en moyenne 2 ans pour sortir. Donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore professionnalisés, entre parenthèses, sur la faculté de rachat. Et voilà. Donc les pièges à éviter, c'est d'abord la société qui commercialise le produit dans le respect des règles actuelles et futures, première chose. Deuxième chose, que la société travaille avec des partenaires investisseurs qui sont des foncières d'investissement institutionnels, pas des investisseurs privés, des marchands de biens, qui pourraient être, pourquoi pas, là, dans l'objectif de récupérer le bien des clients, hein, l'affection.
et derrière, un notaire qui soit rompu à l'opération. Ça peut paraître banal, dit comme ça, mais on a plein de notaires qui font passer des ventes classiques et qui disent « Ah oui, c'est une faculté de rachat, je savais pas ». Donc évidemment, c'est un acte qui est à part d'une vente classique, c'est un acte qui doit être rédigé différemment, c'est un acte qui doit être rédigé et régi avec les lois, le code civil, on fait pas ça n'importe comment. Donc évidemment, les pièges à éviter, c'est d'abord de se renseigner, d'abord d'avoir l'interlocuteur au téléphone, de savoir ce qu'il propose, voilà, un réméré qui est en place et qui va coûter au client grosso modo 6% à l'année, où on va lui proposer juste une simulation et puis ça sera 3% d'indemnité d'occupation, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas, il y a forcément un loup dessous. Voilà, sur les pièges à éviter, tout ça. Donc justement, en termes de coûts, ça coûte combien de se lancer dans ce type d'opération, de vendre son actif, et quels sont les différents coûts qu'il va devoir prendre en charge? Globalement, ça lui coûte entre 10 et 15% de la valeur du bien. De la valeur du bien, je ne vais pas parler de la décote. Alors pourquoi, quand je pars sur cette hypothèse-là, je pars sur cette hypothèse de manière, une indemnité d'occupation qui va être décomptée sur une durée de 12 mois en moyenne, ou 16 mois, ou 18 mois, des honoraires de la société Imosef et des frais de notaire. Ça va coûter entre 10 et 15% de la valeur du bien au client. Et au moment de la sortie, s'il rachète finalement son bien, est-ce qu'il doit également prendre en charge des coûts ou est-ce que c'est à la charge de l'investisseur? S'il rachète son bien, il y a les frais de notaire à la sortie, mais c'est pas des frais de notaire à proprement dit, puisqu'on n'est pas sur une mutation. S'il vend son bien, dans une situation A, il est propriétaire, il rentre dans une situation B où l'investisseur est propriétaire. Et après, il revient à une situation A, puisque c'est un retour à la situation initiale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, c'est une annulation de la vente situation B pour revenir à une situation A. Et ça, en fait, c'est une rédaction chez notaire. Rédaction chez notaire qui coûte entre 1000 et 1500 euros. Et donc du point de vue des investisseurs, là on a pas mal parlé du propriétaire-vendeur, du point de vue des investisseurs, quels sont les avantages, mais aussi quels sont les risques finalement de se lancer dans ce type d'investissement? Du point de vue investisseur, alors évidemment, on voit toujours la carotte au bout. On se dit toujours, oui, si je fais ce dossier-là, je me prends tant d'indemnités, je me prends tant de sorties, là, évidemment, ça peut faire briller. Moi, récemment, je suis tombé sur des vidéos YouTube de gens qui travaillent sur des tableaux blancs et puis qui disent, voilà, si vous faites une vente à réméré en tant qu'investisseur, vous pouvez percevoir jusqu'à tant. Non, ça marche pas comme ça. Une vente à réméré, c'est d'abord le risque pour l'investisseur d'acheter un bien que le client n'exerce pas sa faculté de rachat et qu'à ce moment-là, il soit dans l'obligation de juridiquement sortir le client. Et ça, c'est très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la face cachée de l'opération. Le client qui décide, pourquoi pas, de ne pas exercer sa faculté de rachat. L'investisseur va prendre un huissier pour essayer de mettre les choses en place. D'accord? Ça peut durer 1 an, 2 ans, le temps que la justice fasse effet. Si le client décide de détruire le bien, casser les murs, de décrocher le crépi, de casser les vitres, je sais pas. À ce moment-là, ça veut dire quoi? L'investisseur, il vient de prendre 2 ans de procédure. Derrière, il enchaîne avec la récupération du bien. Évidemment, je joue pas ces étapes de payer le box pour les meubles du client, etc. Tout ça, les coûts d'huissier, tout ça, d'accord? Il récupère un bien. Les vitres sont cassées, les murs sont cassés, tout est cassé, il faut tout rénover. Je vous laisse imaginer combien ça va coûter. Et tout ça, évidemment, c'est sur sa rentabilité. Puisqu'il n'a pas perçu sa faculté de rachat, puisque le client n'a pas exercé sa faculté de rachat, il n'a que ses indemnités d'occupation, qui ont été payées, là dans l'exemple que je vous donne, sur 2 ans. Ça fait, allez, si on part sur 10% à l'année, ça fait 20%. Donc 20%, je suis désolé, mais pour un bien qui est cassé où il faut tout refaire, c'est pas non plus le bout du monde. Donc les risques pour l'investisseur, évidemment, ils sont là. Oui, il y a une rentabilité, oui, c'est intéressant, oui, c'est sympathique, mais il y a quand même une mutualisation du risque qui est obligatoire. Et surtout, on ne fait pas d'opération en direct. On passe par une société qui commercialise le produit, qui va présenter ça
commercialement au client, qui va lui expliquer les différentes étapes, etc., etc. Nous, chez Mosef, on ne travaille pas du tout avec des investisseurs privés ou des marchands de biens, hein. Donc au moins, ça règle le problème. On a déjà de foncières d'investissement et on s'en contente aujourd'hui. Mais évidemment, voilà, on voit des choses qui fleurissent un peu partout en France où les gens sont contents de faire 20% de rentabilité parce que dans l'immobilier, 20%, c'est énorme. Même 10%, c'est excessif. Justement, il y a un point qui est intéressant. Si le client n'exerce pas sa faculté de rachat, donc ce n'est pas automatique pour l'investisseur de récupérer le bien, là on rentre dans une procédure en contentieux, on doit faire intervenir un juge, etc., pour vraiment acter la prise, enfin la propriété du bien à l'investisseur. Bien sûr, on rentre. Alors, je reviens sur ce que je disais juste avant. Ça dépend comment est commercialisé le produit. Ça dépend chez notaire comment ça a été signé. Si le notaire part du principe que, parce que ça on en a sur le marché, alors c'est pas notre façon de fonctionner, hein, je vous ai parlé d'indemnité d'occupation tout à l'heure, certains travaillent avec un loyer. Ça veut dire loi du locataire, clairement. Le client qui a vendu son bien en réméré chez nous, oui, il paye une indemnité d'occupation, oui, il conserve le statut qu'on appelle quasi-propriétaire, ce qui lui permet de pouvoir exercer la faculté de rachat à tout moment, par la vente, par le rachat, de pouvoir, pourquoi pas, louer son bien et en percevoir les loyers. Mais ça n'empêche pas que l'investisseur, s'il veut récupérer le bien, il faut qu'il le sorte. Voilà, donc ça c'est une procédure, effectivement. Et donc, si on en revient un peu à ImmoSafe, c'est le leader en français sur ce type d'opération. Est-ce qu'on peut en savoir plus un peu sur finalement le quotidien un peu de la société, le type de client, le fonctionnement de la société? Alors j'aime pas trop dire qu'on est leader, parce que évidemment ça fait, pour moi, à mon sens en tout cas, hein, ça fait un peu cheap. Aujourd'hui vous regardez sur internet, tout le monde est leader, tout le monde est numéro un. J'ai tendance à dire sur certains de nos clients et certains nos indicateurs d'affaires avec qui on a signé de manière nationale, euh, j'aime dire qu'on est la référence de ce produit-là. Aujourd'hui, j'ai été approché par des chaînes de télévision, etc., parce qu'ils ont fait des recherches sur Internet, et ils sont pas venus vers nous parce qu'on est numéro un. Ils sont venus vers nous en disant, voilà, on sait très bien qu'Imosef, en termes de statut, vous êtes très largement devant tout le monde sur la commercialisation de ce produit-là, parce que vous avez d'abord l'intérêt du client avant l'intérêt de prendre de l'argent, etc. Ça, c'est évident. Combien de fois on a fait passer des dossiers où malheureusement chez notaire on était un peu en déficit et on a pris sur nos honoraires pour faire passer le dossier. Pourquoi ? Parce que c'est l'intérêt du client avant tout. Donc j'aime dire qu'on est la référence de ce métier-là parce que effectivement aujourd'hui tout démontre qu'on est tant en termes de volume de dossiers réalisés, on a passé la barre des 600 dossiers réalisés, hein, depuis 2012. Ça peut paraître peu, mais dans la finalité, quand on fait un rapprochement par rapport à ce produit dans les années 2012, quand ça a été créé, personne ne connaissait. Voilà, donc faut aussi faire un récap par rapport à ça. Et évidemment, tout ça pour dire que la référence se fait aussi par le statut qu'on démontre sur ce produit-là. Donc après, quel est le quotidien sur la société et quel type de client on aborde, quel type de client on aide à trouver des solutions. Le quotidien, il est très simple, hein, c'est du quotidien, on se réveille, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et moi, c'est ce que j'adore dans ce métier. C'est que quand je me réveille, je ne sais pas si je vais signer 3 dossiers ou si je ne vais pas en signer du tout du mois entier. Donc c'est très spécial, mais moi ça me plaît parce que y a toujours des choses à gérer. Alors des fois c'est très compliqué, évidemment. Des fois c'est un peu plus simple. Donc le métier c'est ça, c'est de venir en soutien à des clients qui malheureusement se retrouvent dans 30 ou 40% des cas, hein, chez nous, dans une situation catastrophique. Là je vous parle de vente aux enchères. Hein, ils ont une maison dont ils sont propriétaires, ils ont des enfants à la maison. En général, ils en ont 2, 3, 4, 5, ça dépend, hein. Et on leur explique gentiment avec un courrier qu'ils vont se faire expulser. Donc évidemment, voilà, le bien va être vendu aux enchères. On sait très bien que les ventes aux enchères, ça constitue entre 30 à 50% de la valeur du bien.
Donc en général, il reste toujours une petite somme à payer. Et la banque, même quand ils ont perdu le bien, ils continuent à poursuivre, hein. Donc on aide. C'est un soutien en fait. C'est un soutien. Quand j'ai commencé ce métier, je me suis dit, ok, c'est cool. C'est cool parce que j'ai des clients qui sont cool au téléphone, qui veulent s'en sortir. Bon, certains veulent pas s'en sortir, mais ça c'est encore un autre sujet, mais qui veulent s'en sortir et on trouve des solutions. Donc après, le type de client, ça peut être des clients qui sont pendus, si on peut dire ça comme ça, comme des clients qui sont pas du tout pendus et qui veulent juste trouver des solutions, des déblocages de trésorerie. Voilà, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, taxes foncières, l'évolution des prix, l'inflation, le seuil de l'usure. Évidemment, on a des solutions à proposer et on diversifie notre portefeuille avec ça. Justement, pour avoir une idée de la taille de ce marché, est-ce qu'il y a il y a des chiffres finalement un peu sur la taille de ce marché? Et est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture économique justement actuelle, est-ce qu'il y a une croissance de la demande? Croissance de la demande, oui. C'est, je pense, indirect par rapport à tout ce qui se passe. Maintenant, croissance énorme, excessive, non. Enfin, moi, je le ressens pas comme ça, en tout cas. On a des demandes qui sont plus multiples, ça c'est évident. Des demandes surtout dans le cadre de pré-relais refusés, ou voilà, qui pourraient effectivement amener des questions sur certains clients. Maintenant, les chiffres en soi, c'est très compliqué, puisque c'est un microcosme, hein. Le marché du réméré, c'est vraiment un microcosme. Personne ne sait rien sur personne. Chacun voilà, cache tout ce qu'il fait, ou alors s'en vante, mais on n'est jamais, jamais, jamais au courant des chiffres de personne. Donc je pense que, on va dire sur le marché, en concurrent sérieux, on est 2, 3. Je vous parle de sérieux, hein, vraiment, voilà, qui commercialisent le produit à peu près comme nous, parce qu'il n'y a jamais personne qui fait comme nous, évidemment. C'est entre 50 et 150 dossiers année. Ça veut dire que si on doit chiffrer ça sur d'autres petites sociétés qui font à peu près 20, 30, 40, 50 dossiers à l'année, ça fait du 2000, 3000 dossiers à l'année sur du réméré. En sachant que si on doit chiffrer ça sur du volume financé pur, je sais qu'on a fait certains relevés quand mon père était à la Banque de France sur le marché de l'immobilier du propriétaire qui aurait une situation, pourquoi pas, voilà, et qui vendrait son bien, ça représenterait 1 milliard. Mais je vous parle de ça, c'était en 2015-2016. Là, aujourd'hui, bon, le marché est un peu catastrophique, finalement, mais c'est, voilà. Donc, et sur les clients donc, qui sont accompagnés par ImmoSafe, est-ce que de manière générale, finalement, ils arrivent à exercer leur faculté de rachat? Ou est-ce que c'est assez divers avec certains qui arrivent et une partie aussi qui se retrouve sans réussite d'amélioration de sa capacité en fait, de financement et de récupération de son bien? Évidemment, aujourd'hui, dans le contexte actuel, je vais pas vous faire des roulades. Les clients qui veulent racheter, c'est très compliqué. Mais pas compliqué parce qu'on met en place une vente à réméré, hein. Une vente avec faculté de rachat. Compliqué parce que, pour vous parler d'un dossier que j'ai vu le mois dernier, 2 clients, monsieur, madame, propriétaire, fonctionnaire titulaire depuis 10 ans, 3 000 € chacun, donc 6 000 € de revenus à deux, et ils ont 40% d'apport sur l'investissement qu'ils veulent faire. La banque a refusé pour seuil de l'usure. Voilà. Donc si vous voulez, comment voulez-vous aujourd'hui qu'un client qui fait un réméré, il y a 2 ans, parce que je fais un petit récap, il y a 2 ans, qui veut racheter maintenant, avec un apport constitué de 10-20%, qui gagne sa vie, mais pas non plus, voilà, qui veut racheter un réméré, qui veut racheter son bien tout court, finalement. Non, ça n'existe pas. Donc, si je dois répondre à la question il y a 1 an, la réponse est immédiate, c'est 98% de taux de transformation sur nos clients qui sortent par le rachat. Donc ça, c'est des stats notaires que je vous donne. Les notaires arrivent à faire racheter leurs clients à 98%. Les 2%, on va pas se mentir, c'est des clients qui se retrouvent totalement nettoyés de dettes. Donc ils passent d'un endettement à 2 000, 3 000 € par mois à payer, à zéro d'un coup.
Évidemment, ils se disent, bah, je vais faire une petite carte Carrefour, ça va pas se voir, 60 € par mois, on s'en fout. Ben non, malheureusement pour une banque, c'est très compliqué. Donc si je dois faire le récap, il y a un an, 98% de taux de transformation, dont les 2% de casse parce que les clients ne nous écoutent pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai pas fait les stats encore, parce que l'année n'est pas finie, et on est vraiment sur l'année charnière pour le coup. D'accord. Pour conclure, qu'est-ce qui se passe si le vendeur n'arrive pas à payer ses indemnités d'occupation mensuelles? Alors, dans le cadre où le paiement mensuel est mis en place, alors je dis bien dans le cadre où, parce qu'on a des caractéristiques là aussi très compliquées, on va demander, parce que ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le client qui veut payer mensuellement, on va commencer par lui demander ses revenus, d'accord? Si l'indemnité d'occupation dépasse 40% de ses revenus, ou des revenus du foyer, on ne fait pas. Si l'indemnité d'occupation est payée mensuellement et que à un moment donné il ne peut pas payer, parce qu'il doit changer la chaudière, la voiture, qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas payer, à ce moment-là, nous, si vous voulez, on est un peu filou. Parce qu'au montage du dossier, on a mis en place un compte séquestre, qui est bloqué chez le notaire, qui en moyenne fait 10% de la somme acquise par notre partenaire investisseur, qui est restitué au client lors de la faculté de rachat, mais ce compte séquestre permet au client, s'il ne peut pas payer, de pouvoir piocher dedans et de pouvoir justement rétablir la faculté de rachat. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un point noir dans le code civil, dans la réglementation. La réglementation, c'est quoi? C'est je paye mensuellement, et si j'ai un défaut de paiement de l'indemnité d'occupation, dans le code, dans le texte de loi, c'est mensuel, hein, c'est pas, on parle pas de loyer ou d'indemnité. Hein, voilà. Si je paye pas, je perds instantanément ma faculté de rachat. C'est-à-dire que là, c'est fini. Le réméré n'est plus. Donc nous, pour pallier à ça, évidemment, hein, protection du consommateur avant tout, hein, on met 10% de compte séquestre en place. Ok, très clair. Merci beaucoup, Jean, Merci à vous. pour cet éclairage sur la vente avec faculté de rachat. Cela aura, je pense, permis à tous nos auditeurs de mieux comprendre l'intérêt de l'opération, de ce type d'opération, ses avantages ainsi que ses risques. On espère que cet épisode aura apporté les réponses aux questions de nos auditeurs. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.